Salutations, voilà enfin après tant d'efforts le re-upload de cette vidéo qui m'aura fait connaître à beaucoup d'entre vous mine de rien. Vidéo étant sortie en janvier 2018 et ayant culminé à 67 000 vues avant son blocage, donc on espère qu'elle tiendra plus longtemps que le re-upload de la vidéo sur Azula. La censure concerne surtout la première moitié de la vidéo et ça devient plus lisible après, donc désolé pour la gêne occasionnée, et bon visionnage. Salutations voyageurs, le jour est venu, le ciel se couvre, les armées sont prêtes et les épées sont scintillantes de haine. Ici, maintenant, se réglera la source de discorde au sein des fans d'Avatar. Ceux prêts à défendre leur point de vue quelque peu hostile face à cette suite entre guillemets, et ceux clamant haut et fort que Legend of Korra est un digne successeur d'Avatar et voire même, par un sacrilège et un blasphème éhonté, ceux-ci osent défendre la supériorité de cette série par rapport aux saintes écritures d'Avatar. Mais, au milieu de ce champ de bataille, une personne se tient là, au-delà de ces luttes manichéennes, apportant la parole suprême des maîtres à ce sujet. Et écoutez bien, vos armes pourraient s'en retrouver brisées. Legend of Korra, nous y sommes enfin. J'ai allègrement envoyé de nombreux pics à cette série dans beaucoup de vidéos et certains d'entre vous ont cru que j'avais cette série en horreur, tel un film Avatar numéro 2. Que nenni, jeune perdrix. Legend of Korra est en ceci qu'elle n'est pas une mauvaise série, c'est même une très bonne série. À vrai dire, elle avait le potentiel de surpasser Avatar dans tous les domaines, mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Cette vidéo contiendra du spoil sur pas mal de thématiques abordées, sur les méchants, sur la scène finale de l'anime, donc je vous conseille vivement de le regarder en entier si vous voulez comprendre cette vidéo. Bien, nous sommes entre connaisseurs, par simplification je dirais juste Avatar en parlant de la Starbender et Korra en parlant de la légende de celle-ci. Et évidemment je ne parlerai pas de tous les détails dans cette vidéo, sinon elle ferait 2 heures. Alors, tout d'abord, commençons par mettre les choses au clair sur le positif de cette série et pourquoi elle reste malgré tout de très bonne qualité. Alors tout d'abord, le point le plus évident, graphiquement il y a eu un énorme level up. C'est simple, les environnements sont vastes, détaillés, stylisés, et surtout offrant une profondeur visuelle que l'on n'avait pas toujours dans Avatar. Surtout au début, le budget n'était pas vraiment au rendez-vous et on avait très souvent des plans serrés et des environnements restreints. On était souvent dans une montagne, dans une forêt ou dans une ruelle et tout était très souvent détaillé mais très proche des personnages. Plus on avançait, plus le budget était là et plus la grandeur de ce monde était visible. Là, dès le départ, il y a de la thune et ça se voit. Ensuite, les combats. Là, on va être honnête, ils sont complètement différents. Là où dans Avatar, on avait des gros effets sur les éléments avec très peu de mouvement, à peu près l'inverse du film où ils ont besoin de faire de la capoeira pour faire voler un caillou, dans Legend of Korra, en particulier les maîtres du feu, ont énormément perdu en puissance de feu justement. Un combat m'avait particulièrement interpellé quand j'ai regardé cette série pour la première fois et c'est le premier combat d'Amon contre ce qui est présenté comme un grand maître du feu. Ce combat est symptomatique du problème lié à la maîtrise du feu dans cette série. Alors, soyons clairs, quand le combat commence, ils sont suffisamment écartés pour laisser une marge de manœuvre colossale à l'avantage du maître. Amon à ce moment-là n'utilise pas de maîtrise. Que quelqu'un m'explique à quel moment ce grand maître du feu terre passe au point devant le masque, au point de n'envoyer que des attaques coniques frontales et prévisibles as fuck pour ensuite se faire maîtriser sans problème. Oui, mais c'est qu'ils le prenaient pas au sérieux et les maîtres du feu sont moins forts vu qu'ils ont perdu la guerre. Non, bullshit. Déjà, la maîtrise de la foudre est instantanée. Tu ne peux pas esquiver de la foudre en faisant un pas de côté. Même avec toute la bonne volonté du monde, tu ne bouges pas plus vite que de la foudre. Je veux dire, même Ozai il avait compris. Enfin bref, passons. Même un maître du feu basique aurait pu se sortir de cette situation en 2 secondes, et tu veux savoir comment? T'arroses toute la zone devant toi et je t'assure qu'il reste plus rien. Tiens Mako, espèce de gros débile, tu maîtrises la foudre à l'usine, la stratégie du Kamehameha de feu c'est surfait, on préfère taper au corps à corps là où t'es le plus en danger. C'est pas une histoire de oui, après la guerre la nation du feu est moins puissante, les mecs utilisent la maîtrise de la foudre à l'usine, maîtrise hyper rare dans Avatar à l'époque de la domination de la nation du feu, ils sont pas moins puissants, ils sont juste plus cons. Bon, malgré le nerf du QI moyen des maîtres du feu, les autres maîtrises s'en sortent plutôt bien. Et si on nommait la débilité chronique des maîtres du feu, les combats ont perdu en puissance brute mais ont gagné en précision, ils sont plus lisibles, plus variés, plus détaillés. Chaque mouvement impacte directement l'élément en question et le style martial ressort bien plus. En tant que grand fan des films Ip Man par exemple, avec des combats où chaque mouvement est puissant, rapide, en plus d'être lisible, ici on ne peut qu'apprécier tous les combats entre maîtres, et je dis bien entre maîtres, parce que les combats contre les Chi-Blockers, c'est insupportable. Là où dans Avatar on a juste Ty Lee qui bloque les maîtrises, on sait que les personnages devront faire gaffe à elle en priorité et s'en éloigner. Ne surtout pas être au corps à corps avec elle, parce que dans un animé où tout l'intérêt des combats est dans la maîtrise des éléments, ça serait pas forcément une bonne idée pour les spectateurs de faire une armée de Ty Lee, parce que même si c'est logique d'un point de vue scénario, les premiers combats sont juste frustrants à regarder aussi lisibles soient-ils. Surtout que les personnages perdent à chaque fois. T'es l'Avatar ma grande, tu réfléchis 2 secondes et tu te rends compte que c'est peut-être possible avec les 3 éléments que tu maîtrises à ce moment-là de combattre un peu intelligemment, non? Même si c'est voulu que tu sois une abrutie pour l'évolution du personnage, tout ça, la stratégie du j'extermine tout en face de moi à coups de lance-flamme en volant au-dessus d'eux pour être inatteignable, ça demande pas une pression cérébrale énorme, hein Mako? Il dit quoi? Laisse tomber. Donc oui, les combats deviennent vraiment intéressants quand les Chi-Blockers sont plus de la partie et qu'on a de véritables affrontements, comme notamment le combat Kuvira-Lin qui était extrêmement agréable à voir, ou Avatar empoisonné versus l'autre copie d'Hiro en promotion. Jamais vous me le remplacerez. Blague à part, c'est pour moi le combat le plus intense de la série en termes d'implication. Mieux que le combat final en tout cas. Eh les gars, Avatar c'est quoi? La spiritualité, la maîtrise des éléments et les questionnements intéressants sur les convictions humaines? Ouais. Vas-y la spiritualité, on en faisait un carburant nucléaire pour des guns et qu'on terminait sur un combat de méca.
Comment dire que je fus fort désappointé? Juste un peu. Voilà pour ce qui est des combats, en résumé, plus précis, plus lisible, plus varié et plus agréable à suivre dans l'ensemble avec notamment des plans bien classe. Bon, maintenant on attaque le gros morceau. Pourquoi j'ai du mal à considérer Legend of Korra comme un digne héritier d'Avatar? Tout d'abord niveau scénario. Avatar premier du nom n'a pas un scénario exceptionnel dans le sens où il y a la nation du feu qui domine et l'Avatar doit ramener l'équilibre en battant Ozai. Et il doit faire ça dans un monde dirigé par celui-ci tout en étant à la fois persécuté et traqué tout le long de son voyage. C'est simple, c'est clair et ça tient sur 3 lignes. La richesse d'Avatar c'est justement dans l'à côté autour de ce voyage où Aang se formera aussi bien physiquement que mentalement. Les personnages qu'il rencontrera seront tous une expérience qui le changera un peu plus, faisant d'un gamin immature et idéaliste un avatar accompli. Quelle que soit la profondeur d'une histoire, il faut que les objectifs principaux soient clairement définis, car si on te dit voici l'histoire du parcours initiatique de ce personnage qui va grandir et devenir fort, ok, on s'en fout un peu, il peut devenir fort s'il veut, mais c'est bien, on s'en tape. Ce but, aussi basique soit-il, fournit une motivation claire et nous permet au fur et à mesure de l'histoire de voir le personnage se rapprocher de son objectif. Les changements de personnalité, de vision du monde, etc. sont entre guillemets secondaires parce que c'est pas le but premier. À la base, c'est vaincre le grand méchant ou devenir le meilleur dans son domaine et devenir un champion. Bon. Maintenant, dites-moi dans Korra, le but commun de toutes les saisons qui fait que vous allez avoir envie de continuer à regarder la série à la fin de chaque saison. Voilà, c'est exactement l'inverse. Chaque saison est une série différente qui suit la précédente avec pour seul point commun Korra. Le seul et unique but extérieur à Korra, donc vaincre le grand méchant, est atteint à la fin de la saison. C'est à la fois un point fort et un point faible vu que chaque saison se suffit à elle-même mais elle n'ouvre sur rien. À part quand Korra finit traumatisée et handicapée où vraiment on a envie de voir comment elle va s'en sortir, le reste du temps tout est conclu à la fin de chaque saison et un nouveau grand méchant est présenté. C'est comme si dans Avatar, Aang se battait contre un Ozai différent tous les 24 épisodes. Au bout du 4ème, c'est un peu lassant quand même. Et puis honnêtement, au bout d'un moment, les problèmes personnels de Korra, on s'en tape un peu quoi. Mais nous reviendrons sur le personnage de Korra tout à l'heure, on reste dans la vision globale du scénario pour l'instant pour parler d'une chose que Legend of Korra fait paradoxalement mieux et aussi moins bien que son ancêtre, les méchants. Dans Avatar, le grand méchant c'est Ozai. Basiquement, c'est un méchant parce qu'il est méchant et ça va pas plus loin. Mais il semble que beaucoup oublient le cas de Zuko qui est un méchant avec un développement tellement intelligent et subtil qu'il aurait été presque caricatural de faire la même chose avec Ozai. Donc certes, Avatar premier du nom n'a pas beaucoup de méchants et le méchant principal est juste méchant parce qu'il en a envie et sa fille est juste complètement et délicieusement tarée. Dans Legend of Korra, les méchants sont 1000 fois plus intéressants à suivre que Korra, à l'exception de l'autre là dont j'avais complètement oublié l'existence avant de me replonger dans la série. Amon, même si ça reste une vaste blague en scénarium, reste intéressant de par le mystère autour des capacités du personnage et de son identité. Zahir, le méchant que j'ai préféré de la série, est Kuvira, qui même si elle ne passe pas devant Toph niveau Nana Badass, elle reste pas loin. Mais maintenant vous allez vous dire, ok les méchants sont cool et marquants, mais qu'est-ce qui est moins bien fait les concernant du coup? Chaque méchant représente un modèle de société, le communisme, la théocratie, l'anarchisme et le fascisme. Quand on décide d'avoir comme opposants des personnages avec des convictions politiques de ce genre, on est obligé d'émettre un jugement de valeur sur ses idéaux et de placer celui-ci au centre des convictions du personnage principal, qui doit lutter contre ces méchants. Là où la série a mieux fait que son aîné, c'est dans le parcours moral de ces méchants qui les ont amenés à penser de cette façon. Et leur raisonnement, pour la plupart, se tient. Sauf l'autre, là, on sait pas vraiment ce qu'il fait là, vu que c'est pas vraiment la théocratie qu'il représente, vu qu'il oscille entre vouloir être maître du monde par la terreur et laisser les esprits gouverner. Donc c'est un peu du fascisme quand même, ouais. De toute façon, la saison 2, c'est 75% de bullshit, notamment sur les origines de l'Avatar, mais on y reviendra. Là où c'est décevant, c'est dans la conclusion quand ils ont perdu face aux gentils qui n'ont aucune autre réflexion que leur rapport au monde et que faut combattre les méchants à rétablir l'équilibre. Le plus grand ennemi de Korra dans toute la série, c'est elle-même, et c'est ça la priorité de l'animé. Et au bout d'un moment, c'est le sort du monde qui est en jeu, et le fait qu'elle gagne entre guillemets à chaque fois, avec une vision aussi simpliste par rapport à la grande maturité de réflexion des méchants, on en vient à la conclusion que le fascisme c'est pas bien, le communisme c'est pas bien, et l'anarchisme c'est pas bien. Waouh. Ce qu'il aurait été intéressant de faire, c'est de faire gagner un des méchants en montrant ensuite par l'application certes questionnable de façon d'établir l'ordre, on en arrive à un monde finalement meilleur via ses sacrifices, montrant que toute paix nécessite des sacrifices, et qu'il n'y a pas forcément de camp du bien. Et de tous les méchants intéressants qu'ils avaient, ils ont choisi de faire gagner le moins bon d'entre eux. Décidément, ils le font exprès je crois. En plus ça aurait été très juste par rapport au cheminement de pensée représenté par ces méchants qui se tiennent tous très bien. Mais là certains vont dire oui mais un animé est pas censé faire gagner l'idée d'une société alternative via une politique controversée dans la nôtre, c'est pas le but, ils sont censés prendre parti mais te laisser réfléchir. Parce que faire perdre ces idées de dirigisme alternatif d'une société, c'est pas prendre parti peut-être? C'est un des problèmes de Korra, cet animé a voulu se targuer d'aborder des questionnements très matures et politiques mais sans jamais se mouiller ou prendre des risques. On en revient au point où la société de base, c'est la meilleure, mais il faut quand même changer parce qu'elle est pas parfaite et qu'un peu de tout c'est peut-être une solution. Et il y avait vraiment besoin de 4 saisons pour nous dire ça? Les questionnements politiques dans les animés d'habitude je m'en fous, mais pas quand celui-ci en fait sa valeur ajoutée. La question des maîtrises et de l'avatar ici est complètement secondaire. Korra, dès le départ, est un avatar presque accompli et son plus grand défi sera de devenir une adulte sur ses convictions, là où dans Avatar, Aang est déjà formé spirituellement et intellectuellement sur ses convictions. Il évoluera en termes de maturité, mais ses convictions pacifistes de moine resteront les mêmes du début à la fin. Il doit juste devenir un avatar en accord avec celle-ci.
Dans Korra, c'est l'inverse, elle est un avatar avant d'être une femme accomplie et elle cherchera cette paix intérieure tout le long de la série. Et tant qu'on est au parallèle, revenons sur un terrain un peu moins glissant que la politique, les personnages principaux. Pour être honnête, l'introduction de la team Avatar dans les premiers épisodes, j'ai cru qu'elle était parodique pendant bien 2-3 épisodes avant de me rendre compte qu'ils avaient vraiment fait ce qu'ils avaient fait. Korra à la base veut à tout prix se différencier de l'ambiance très spirituelle d'Avatar en changeant drastiquement d'environnement et de personnage tout en ne voulant pas oublier son héritage. Il y aura donc des interventions ici et là de personnages de la première série ou en lien avec eux. Au passage, Zuko est devenu cruellement badass, mais Katara j'aurais honnêtement préféré qu'elle soit morte en même temps que Aang. Et au passage, j'aurais bien aimé savoir les détails de sa mort à Aang dans la série, surtout qu'il est visiblement mort avant tout le monde. Mais bon. Lorsque j'ai regardé Legend of Korra pour la première fois, j'ai eu une sensation étrange pendant toute la série sans pour autant savoir pourquoi. J'arrivais pas vraiment à être inquiet pour les personnages ni à vraiment m'impliquer dans l'histoire, une impression étrange de déjà vu peut-être. Rien ne m'a vraiment surpris dans l'histoire. Et c'est lors du deuxième visionnage que le tout m'est apparu clairement. Legend of Korra suit presque entièrement la première série sans franchement le montrer. Tout ce qui arrive dans la première série concernant l'évolution des personnages arrive dans Korra en moins bien. Et sans aucune exception. Rien que les personnages principaux m'ont énervé dès le départ et je me suis vraiment demandé si on allait devoir se les coltiner toute la série. Et en plus de ça, leur rencontre est ridicule de niaiserie et c'est prévisible, mais prévisible à un point. Ils se rencontrent par hasard dans les coulisses du pro-bending et comme par hasard, il manque un joueur et comme par hasard, Korra est là au bon moment. Ensuite on se dit que c'est fini, qu'on les reverra plus. Bah non, parce que Bolin se fait enlever, mais c'est le début de la série et on s'en tape complètement, mais ils vont le sauver, et puis évidemment le pitre de service est amoureux de chaque jupon qui passe sous ses yeux. Et rapidement on se retrouve avec Bolin, le Sokka Echo Plus, qui est insupportable tout le long de la série, de la première seconde à la toute dernière. Il se veut le comic relief, mais il est bien plus casse-couille qu'autre chose, et c'est là que tu te rends compte que la team Avatar de Korra, bah c'est la même en swap color Echo Plus que celle de Aang, pourquoi se gêner? Pour le comic relief, on a Bolin, qui est littéralement Sokka, mais auquel on aurait amputé la partie fun, ainsi que tout le côté mature du personnage dans ses moments forts. Ce qui laisse une coquille vide, bruyante et insupportable qui, s'il n'était pas maître de la lave, il aurait jarté depuis bien longtemps. Ensuite, on a le personnage réservé et vraisemblablement le plus mature du groupe en la personne de Mako, qui est censé être le torturé de l'équipe à l'image de Zuko dans Avatar. Sauf qu'à la place, on a un Dark Sasuke avec lequel on a eu droit à une romance chiante comme la pluie, là où la romance dans Avatar ne prenait place que très rarement et se concluait à la fin de la série. En plus, il est censé représenter la maturité de la team Avatar au début, mais ce rôle est joué par Tenzin par la suite, donc il sert strictement à rien les 3/4 de la série. Même en maître du feu, il est ridicule avec ses dagues. Non, honnêtement, Mako, y a rien à garder. Où j'en étais, moi? Ah oui, les parallèles. Donc pour l'équipe de départ, à la place de Sokka, on a Bolin, à la place de Zuko, on a Mako, à la place de Momo, on a l'autre machin là, et à la place d'Appa, on a un gros chien. Ensuite, à la place de Toph, on a sa fille, à la place de Katara, on a Asami, et notez la volonté de conclure sur la même romance avec le personnage censé être la voix de la raison, comme dans Avatar dans un plan en tout point identique. Et là vous me direz, et du coup Aang en parallèle c'est Korra? Bah non, Aang était le plus gamin mais aussi le plus spirituel du groupe, du coup on en a fait deux personnages distincts, dont un qui réussit l'exploit d'être plus insupportable que Bolin. Non honnêtement, je considère que Mako et Bolin sont les personnages les plus ratés de la série, ils sont en tout point prévisibles et ridicules, y a rien à garder, rien. Et pour finir, parlons de Korra et surtout de cette fin. Alors déjà, sur le cas de Korra, c'est un boulet tout le long de la série. Honnêtement, ce personnage, cette série se le traîne. Beaucoup de gens n'aimaient pas Korra pour sa personnalité ou quoi, mais ça en même temps, c'est la personnalité de Korra, tu peux pas vraiment la changer, c'est le but, c'est comme ça que le personnage a été pensé. Le vrai problème, c'est son développement, elle ne fait que perdre tout le temps. Alors c'est bien pour le développement du personnage, mais au bout d'un moment, quand tu sais qu'à chaque fois elle va forcément perdre à cause d'un problème psychologique, bon, hein, les épisodes du traumatisme dans Avatar premier du nom, ça a pas duré 30 ans, là ça dure toute la série. Bon, maintenant passons à Korrasami, l'arme principale des SJW pro LGBTIQ plus DLC qui viendront dire que si t'aimes pas cette fin, c'est que t'es homophobe, gneu. Bon. Cette conclusion est totalement faite en parallèle à celle d'Avatar, c'est-à-dire une romance qui se concrétise à la fin après avoir vaincu le grand méchant. Dans notre cas, vous vous rappelez? Voilà. Alors on va être clair, cette romance est bancale, injustifiée et inutile. Mais ça c'est bien qu'elle soit inutile, ça veut dire que si le but était de montrer une des sexualités alternatives les plus populaires, c'est bien que ce ne soit pas ultra appuyé en mode « Ouais, vous avez vu, il y a des lesbiennes, on est trop modernes, aimez-nous SVP ». C'est comme le féminisme dans Avatar, on te montre des femmes soldats, des femmes chefs et des femmes avec beaucoup de responsabilités, mais on n'appuie pas dessus pendant 30 ans pour plaire à Jean White Knight. C'est un sujet intéressant les thématiques sociales dans Avatar, mais je vais pas les développer plus dans cette vidéo. Revenons à Korrasami. Apparemment, et je dis bien apparemment, il y aurait eu des pressions de la part de Nickelodeon qui aurait voulu censurer cette romance lesbienne prévue de longue date. Apparemment depuis le début. Alors déjà, moi, spectateur, je suis pas censé le savoir ni le remarquer, et ça ne justifie en rien des incohérences et des facilités scénaristiques. Hein, le film? Alors si tel était le cas niveau censure, les créateurs s'y sont pliés. Très bien. Même trop bien, puisqu'au moment où on était censé avoir de la sympathie pour ce couple nouvellement formé, c'était juste bancal et sorti de nulle part. Si tu décides de ne pas faire une romance entre deux personnages, que tu construis ton histoire sans cette romance, et qu'après par un moment d'euphorie tu décides de la remettre là, sans quasiment pas préparer le terrain, ouais, non. En plus le pauvre Mako qui s'est fait cuck 2 fois en même temps dans le fond. Ah là là, décidément même les scénaristes t'aimaient pas mon gars. Cette romance n'impliquant tellement rien dans l'histoire, et en étant placée là juste pour finir comme Avatar premier du nom, en voulant bien sûr au passage s'attirer les faveurs de l'énorme buzz comme disent les darons,
autour de sexualité alternative, honnêtement, c'est pas si grave que ça. La série n'en devient pas plus mauvaise ni meilleure, à aucun moment il y aurait dû avoir une si grosse réaction de la part des fans. Le tout est totalement disproportionné, que ce soit pour ou contre cette romance. Les gars, elle sert à rien cette romance. Elle serait pas là, ça changerait rien. Vous voulez savoir ce qui est bien? Tout ce que j'ai dit, vous pouvez tout simplement l'oublier. Comme tout ce que dira n'importe qui sur cette série. Parce que si t'as adoré cette série, c'est cool. C'est pas parce que moi ou un autre n'a pas aimé cette série, notamment à cause de certaines incohérences, que le but est de convertir ceux qui ont pris leur pied devant cet animé. De même si le débat est toujours intéressant, tu pourras me dire tout ce que tu veux, je vais pas me mettre à subitement apprécier Korra à 100%. Dans l'absolu, c'est une bonne série, et si elle ne se réclamait pas comme une suite d'Avatar, peut-être que j'aurais été moins virulent. De toute façon, si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, que tu sois fan de Korra ou non, tu es au moins fan d'Avatar, ce qui fait de toi quelqu'un de bien. Le fait que tu sois resté jusqu'au bout, surtout si tu n'es pas d'accord avec moi, est bon signe, et je t'encourage à commenter avec un petit pavé que je lirai avec plaisir. Le but n'est pas de créer deux camps, mais d'exprimer une opinion mitigée du côté négatif pour ma part. Donc je compte sur vous, braves disciples, pour shut down les commentaires du style « Oh gna gna gna, si t'aimes pas t'es con, t'es homophobe, oh gna 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 » ce genre de choses. Bon, je vais m'arrêter là, cette vidéo commence à être longue, certes je n'ai pas pu parler de certains détails, mais nous pourrons en reparler et approfondir certains points dans d'autres vidéos, ou en live carrément. La vidéo sur le film est retardée, c'est pour ça que cette vidéo arrive avant. Mais je vous préviens, ce sera beaucoup moins nuancé pour le film. Je vous dis à bientôt, continuez d'aimer Avatar quelle que soit la série, car même si nous ne sommes pas d'accord sur ce point, nous restons des fans d'Avatar. Et ça, c'est beau. Mais Aang est quand même au-dessus. Everyone, clap for the queen.